Bonjour à tous et bienvenue sur Jeunesse TV, l'émission qui vous donne la parole. Alors avant de commencer, je vais un peu resituer ce qu'est Jeunesse TV. Donc pour ceux qui auraient loupé la première émission, vous pouvez la retrouver sur notre Facebook, AMO de Jodogne. Donc c'est une émission où on a vraiment voulu donner la parole aux jeunes. Donc on voudrait bien savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, s'ils ont des choses à dire, s'ils ont des questions à poser dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc on accueille à chaque fois des jeunes et des invités différents et on va parler de différents sujets tels que l'enseignement, le droit des jeunes ou encore la culture. Et les jeunes vont pouvoir s'exprimer et on va pouvoir enfin entendre ce qu'ils ont à nous dire. Comment ça va se dérouler? Donc d'abord il va y avoir une petite présentation de nos invités. Ensuite on va passer par des portraits et des témoignages réalisés avec des jeunes. Ensuite nous allons passer au débat, la partie la plus importante et la plus... celle qui va le plus bouger dans cette émission. Et là, n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc sur le live Facebook, vous pouvez nous écrire et alors notre collègue Thibaut qui est ici présent va pouvoir nous lire en direct vos questions. Et on va finir par une petite minute positive pour finir en bonne forme sous ce soleil. Encore merci à la commune de Orgeauge de nous prêter leurs locaux et d'avoir construit avec nous le projet. Et maintenant, nous pouvons commencer l'émission. Donc les jeunes qui sont aujourd'hui avec moi vont pouvoir se présenter. Donc moi je m'appelle Félix Naiten, j'ai 21 ans et je suis en haute école en études d'assistance sociale. Moi je m'appelle Maxime Michet, j'ai 22 ans et je suis étudiant à l'Université de Liège en Sciences Po. Je m'appelle Chanel Moreau, j'ai 18 ans et je suis en agent d'éducation en 5e à Félicien Rops. Moi je m'appelle Loïc Page, j'ai 17 ans et je suis à l'IFA PME en vente. Merci beaucoup à vous quatre d'être là en tout cas et je passe la parole à Simon pour présenter les invités. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde édition de cette émission. Donc ici avec nous cette semaine nous avons deux invités, donc Isabelle De Vos, directrice adjointe du CEPES de Jodogne, donc l'école secondaire à Jodogne. Bonjour. Et nous avons David Bertrand, donc prof de psychologie à la Haute École Léonard de Vinci à Woluwe. Bonjour à tous. Donc voilà, avec nous les invités pour pouvoir débattre avec les jeunes des questions liées au Covid et la réalité des choses en ce moment. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par une petite capsule vidéo et le portrait de la semaine qui a été faite par Chanel et Félix pour expliquer un peu leur réalité qu'ils vivent au quotidien. Donc voilà. Voilà, je m'appelle Chanel Moreau, j'ai 18 ans. Je suis en 5e agent d'éducation à Félicien Rops. Ici, je vais vous parler de mes cours avec le Covid. Alors d'abord, on a eu le cours donc, totalement en présentiel, puis d'un coup, on n'a plus eu cours pendant 2 mois, puis on est revenu, et puis c'était vraiment ainsi de suite pendant longtemps. Puis maintenant, de nouveau, on a cours moitié 2 semaines, moitié on n'a plus. Donc c'est un énorme décrochage là-dedans. Et puis les profs ne suivent pas tellement non plus, on se sent un peu délaissés et là-dessus on sent un peu d'abandon, que l'école ne nous soutient pas et qu'on nous bourre vraiment de travail en permanence sans penser qu'à l'arrière on a plusieurs professeurs mais aussi on a du mal à suivre et ça donc c'est vraiment un gros problème du stress en permanence qu'on a au quotidien. Moi je m'appelle Félix Naiten, j'ai 21 ans et je suis en 3e année d'assistance sociale à Nouvelle-Anneuve. Donc l'an passé quand le confinement est tombé en mars, donc ça a été un peu compliqué dans le sens où on n'a plus cours du tout, ça s'est arrêté net. Donc au départ, on va pas se le cacher, je pense que la majorité des étudiants, on était contents de ne plus avoir cours, etc. Mais en fait finalement ça s'est avéré pas si agréable que ça parce que donc la première période de confinement quand on était en bac 2 du coup, on n'a plus eu cours du tout, on avait juste reçu des syllabus, des cours et quelques PowerPoint un peu comme ça, comme les profs voulaient donner cours par la suite. Donc c'était assez compliqué parce qu'on devait étudier par nous-mêmes pour anticiper l'examen, etc. sans avoir de réel échange avec d'autres étudiants ou professeurs. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que, comme Chanel dit, la motivation elle a rapidement diminué. Enfin, personnellement, moi je me rendais plus spécialement au cours. Je me suis juste dit, bon, ben voilà, je donnerai tout au blocus.
Donc c'était peut-être pas la meilleure des idées, ça s'est passé, mais c'est pas toujours évident du coup. Donc ensuite, quand on est rentré en septembre, mais là donc les cours étaient en présentiel. Donc on a repris normalement avec les mesures sanitaires toujours, mais rapidement, nouveau confinement. Donc de nouveau tous les cours se sont arrêtés. Ce coup-ci, les cours étaient un peu plus organisés, les profs préparés, du coup on a plus eu de support, on avait vraiment un horaire sur Teams, etc. Donc c'était plus facile, mais le distanciel, il n'y a rien à faire tout seul chez soi. C'est toujours compliqué au bout d'un moment et on décroche. C'est beaucoup plus facile aussi de décrocher, on est plus distrait. Donc voilà, nous en troisième on a des stages. Donc moi personnellement j'ai eu la chance de pouvoir les réaliser dans l'aide à la jeunesse en présentiel. Donc on a su s'adapter, etc. Donc j'ai su mener à bien mon stage, mais pour plein d'autres étudiants autour de moi ça n'a pas été possible. Soit ils n'ont pas trouvé de stage, soit ils ont dû tout faire en télétravail. Donc dans le cadre de nos études c'est très peu formateur du coup. Donc c'était pas évident. Aussi, il y a pas mal ce qui ressort, un manque de soutien de la part de l'école, etc. Enfin, on se sent un peu démunis, perdus par moments quand on essaie de dire que ça va pas. On n'a pas vraiment de retour vers nous pour s'encourager, motivant de la part de l'école, etc. Enfin, c'est toujours ça va aller, courage, tout le monde est dans le même bateau, mais pour certains c'est vraiment dur. Et puis la solitude, ça tue aussi, donc on a vraiment du mal à anticiper, gérer, surtout là nous on est en dernière année donc on ne sait pas dans quelle mesure non plus on va être reconnu par la suite avec notre diplôme, etc. Donc là c'est vraiment compliqué. Voilà. Voilà, ensuite on va passer à un petit texte qui a été pensé avec les élèves de première éduc spécialisée de la Haute École Lucia de Brouckère vers Agedogne. Donc ceux-ci ont réfléchi à un texte par rapport à leurs ressentis, leurs craintes, leurs questionnements. Et donc c'est Maxime ici présent qui va nous lire ce texte. Alors, la situation que l'on vit dans les différentes écoles depuis plus d'un an est inédite. Dans cette lettre, il y a des avis de jeunes, de secondaire, mais également de haute école. Ceci afin de dire ce que nous ressentons durant cette période si particulière. Cette pandémie a des conséquences sur notre scolarité et sur notre vie en général. Nous sommes à un âge où l'apprentissage est primordial. Or, celui-ci est ralenti, voire même à l'arrêt dans certains cas. Cela fait maintenant des mois que nous suivons nos cours à travers des écrans et d'ordinateurs, sans plus aucun contact avec nos profs et nos camarades de classe. Certains y trouveront du positif, comme le fait du pouvoir dormir plus, de faire autre chose de sa journée, de suivre des cours, que de suivre des cours, mais il n'en reste pas moins qu'il y a également du négatif à ressortir de cette histoire. Nous sommes fatigués maintenant car cela fait des mois que la situation ne bouge pas. Il se fait ressentir des problèmes scolaires, sociaux et même mentaux. L'apprentissage n'est pas celui que nous recevons d'habitude. Certains élèves décrochent, n'arrivent plus à suivre, certains doivent pouvoir rester chez eux, mais dans des conditions difficiles. Nous n'avons pas tous les mêmes conditions de travail et il y a une certaine forme d'inégalité face à la crise. Pouvoir suivre les cours et retenir la matière, cela génère du stress et de l'angoisse chez certains jeunes. Dans le contexte actuel en tout cas, nous n'avons plus de contacts sociaux, nous voulons retrouver les bancs de l'école comme avant, voir nos potes, voir nos profs, voir nos éducs, développer notre sociabilité. L'école est l'endroit même où l'on fait des rencontres, développe des affinités, et pourtant, il est impossible de faire cela pour le moment. Nous avons peur lorsque l'on va devoir retourner à temps plein, car nous n'avons plus cette habitude d'aller à l'école. Il y a aussi le manque d'activités physiques, culturelles et autres qui sont à l'arrêt. Être étudiant de nos jours n'est véritablement pas facile. On nous demande un sacrifice. Nous comprenons que le virus est dangereux, mais comprenez que notre jeunesse est également importante. Nous devons faire face à différentes difficultés, qu'elles soient économiques, scolaires, mentales, sociales, et nous avons tous besoin les uns des autres, alors ne nous mettons pas de côté. Merci Maxime pour la lecture et merci aux élèves de Brouckère de nous avoir donné les informations pour pouvoir créer ce texte. Alors cette semaine encore, nous avons eu des jeunes très motivés et impliqués dans notre projet et nous avons un deuxième témoignage. Celui-ci est un témoignage de 3 jeunes filles, donc bien plus jeunes que nos invités aujourd'hui, qui ont répondu à quelques-unes de nos questions et qui parlent de leur scolarité actuelle.
les filles, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Eden, j'ai 13 ans et je suis en primaire. Je m'appelle Rachel, j'ai 13 ans et je suis à la tête du moyen de Jedon. Je m'appelle Déborah, j'ai 13 ans, je suis au CPS. Et pour celles qui sont en secondaire, est-ce que vous pouvez nous dire l'année dans laquelle vous êtes? En première secondaire. Une première différenciée. Que pensez-vous du confinement par rapport à l'école? Ben, il y a des avantages et des désavantages. Les avantages, c'est que on peut rester au moins à la maison. Et les désavantages, c'est parce qu'on voit pas nos amis. On risque d'attraper moins le corona. Et si on est à l'école, on risque de plus l'attraper, du coup c'est mieux les cours à distance. Je trouve que c'était bien, mais on voit pas nos amis et tout. Et comme elle a dit, c'est bien vu qu'on évite que le corona se propage beaucoup plus. Et au niveau des cours à distance, comment ça s'est passé pour vous? Moi, très bien, mais ça manquait un peu les bavardages en classe, les blagues et tout. Mais après, c'était bien, les avantages, parce que on portait pas le masque, du coup, on était à l'air. C'est difficile de se concentrer sans avoir de l'aide, enfin sans avoir de l'aide des professeurs. Et du coup, si on ne comprenait pas quelque chose, on devait se débrouiller tout seul, quoi. Du coup, j'ai pas eu de visio, mais on nous envoyait des feuilles et tout. Et c'était, comme elle a dit, on ne pouvait pas avoir d'aide, donc c'était plus difficile, surtout quand on a du mal à se concentrer. Ça va, merci beaucoup les filles, merci d'avoir répondu à nos questions. Encore merci à L3 d'avoir participé à ce témoignage. Alors maintenant qu'on a bien planté le décor de l'émission, qu'on sait qu'on va parler de l'enseignement, etc., eh bien nous allons lancer le débat. Cette semaine encore, nous avons trouvé une alternative pour justement animer un peu ce débat de façon autre. Donc chaque invité, que ce soit les jeunes ou Madame De Vos ou Monsieur Bertrand, vous avez des emojis que vous pourrez lever lorsqu'on va poser une question ou aborder un thème. Vous pouvez en lever plusieurs si jamais vous n'arrivez vraiment pas à vous décider. Et ça va nous permettre justement d'amorcer le débat et de pouvoir rebondir sur ce que vous nous montrez. N'hésitez pas, encore une fois, vous derrière votre écran, à intervenir et à poser des questions. Et nos collègues sont là et tout ce que vous nous transmettez, on pourra le passer en direct et y répondre directement. Alors, la première question, vous n'avez pas besoin de votre panneau, elle est un petit peu particulière. On aimerait bien savoir comment vous vous sentez. Et on a repris une étude réalisée par le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec les UNIF de Liège et de Louvain. Donc ils ont décidé de réaliser une étude au niveau des secondaires et ils se sont demandé un peu comment vont les élèves en secondaire. Et après ils ont identifié une liste d'émotions et donc je vais vous la lister aujourd'hui. Et alors si vous arrivez à repêcher ce que vous ressentez un petit peu dans ces moments-ci, dans la liste que je vais vous citer, vous pouvez nous le dire. Il y a la joie, l'intérêt, la confiance et l'optimisme, la colère, l'anxiété et le stress, la tristesse et le désespoir ou l'ennui. Je ne sais pas, on peut peut-être faire un tour de table. Toi, Félix, ce serait quoi? Je dirais, c'est un peu un mélange de plusieurs choses, donc je pense qu'on sera un peu d'accord pour dire que parfois on sent vraiment de la détresse et de l'ennui, on se sent démuni, on ne sait pas comment rebondir par rapport à la situation, et autant parfois on peut se sentir bien encouragé, c'est vraiment, ça dépend de la période, de ce qui est annoncé, des retours en présentiel, etc. ou pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je vais bien réagir. C'est comme Félix, je crois que on a un peu tous le même sentiment, en tout cas du côté des jeunes, c'est qu'on a un peu ressenti tout ce que tu as cité juste avant, parce qu'aussi au niveau de la communication, quand on regarde le journal, un jour ça peut être très positif parce que les chiffres diminuent du coronavirus, et le jour d'après, les chiffres réaugmentent, et donc du coup, on peut potentiellement retourner vers un confinement. Donc, du coup, pour les étudiants, c'est toujours difficile de se situer dans cette période. Est-ce qu'on va revoir nos potes bientôt? Est-ce qu'on va pas les revoir bientôt? Combien de temps ça va durer? Et je pense que tous ces questionnements internes nous font passer par toutes les émotions, que ce soit l'angoisse, la peur, la motivation, l'espoir et tout ça. C'est vrai qu'on peut ressentir tout ça. Merci. Et je ne sais pas si vous partagez l'avis, si vous voulez rajouter quelque chose. Je partage totalement leur avis.
Donc on se tourne maintenant vers vous. Je ne sais pas si vous partagez également l'avis ou si vous, il y a des émotions qui prédominent ou en fonction du temps ou je ne sais pas. Ouais, effectivement, en tout cas, personnellement, moi c'est ce que je ressens des jeunes à l'école. Bon, moi j'ai tendance à dire optimiste, mais ça c'est mon caractère propre. J'essaye toujours, malgré les situations difficiles, de voir le positif, mais c'est compliqué pour l'instant avec tout le climat anxiogène qu'il y a autour de nous, quoi. Ça c'est sûr. Bah, je vais rebondir sur ce que ma collègue dit ici. C'est vrai que, bon, un bon psychologue, en plus, l'anxiété, c'est une question que je trouve importante. Moi aussi, je suis du genre plutôt positif et optimiste, mais je pense que le mot anxiété, c'est quelque chose qui est caractéristique de la situation qu'on vit, parce qu'on vit dans l'incertitude, en fait. Et c'est quelque chose qu'on partage tous, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on soit prof, même, imaginez ceux qui travaillent dans l'ORECA, etc. Voilà, on n'est pas tous impactés de la même façon, mais on se pose tous des questions. On est tous face à un virus qu'on ne connaît pas, avec des incertitudes, dans une situation qu'on n'a jamais vécue avant, et ça a un impact sur le travail, ça a un impact sur les études, ça a un impact sur la vie sociale. Comme je disais, on ne sait pas quand on va revoir ses amis, on ne sait pas quand on va pouvoir pratiquer un sport, on ne sait pas quand... Et il n'y a pas d'échéance, en fait, et c'est l'inconnu pour tout le monde. Et c'est vrai, quand on est dans une situation inconnue, ben, ça a tendance à générer plutôt de l'angoisse et de l'anxiété. Et donc, ce qu'il faut aussi trouver, c'est peut-être des moyens pour relativiser un petit peu. Je pense aussi que le fait d'être trop informé, ça peut être anxiogène aussi. Parce qu'il y a plein d'informations contradictoires, parce qu'en plus, on est informé sur tout ce qui se passe dans le monde, et donc dès qu'il y a une crise quelque part, on est au courant, puis on mélange peut-être la France avec la Belgique, etc. Donc je pense qu'il faut aussi savoir se protéger, parce que c'est vrai que le climat, par définition, est anxiogène, parce qu'il est incertain, en fait. Et sans parler de la peur d'être contaminé, que ses grands-parents soient, et le virus, etc., c'est quand même, c'est quand même pas rien, on ne met pas des masques pour rien non plus. Voilà, je pense que s'il doit y avoir une émotion qu'on partage tous pour l'instant, je dirais c'est plutôt celle-là. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais voilà. J'ai peut-être une question pour le prof de psychologie. Le fait qu'on est dans cette anxiété, cette peur, cette angoisse liée aussi à l'information qu'on a, est-ce que ça ne crée pas une spirale négative qui entraîne toujours de plus en plus d'émotions négatives et de sentiments négatifs? Ben, en fait, si tu te bases un petit peu sur même des statistiques, 75% de l'information qu'on a en face de nous, elle est négative. Donc c'est quelque chose dont il faut savoir se protéger, mais c'est pas parce qu'on parle beaucoup de négatif que forcément la proportion négative dans les médias est plus importante que dans la réalité. De toute façon, j'ai discuté de ça avec mes étudiants aussi, je leur disais, au lieu de se focaliser sur les personnes qui vont remplir le PQ au supermarché et dire tous les gens sont égoïstes, non, à côté de ça, il y a plein d'associations qui sont créées, il y a plein de jeunes qui ont distribué des repas pour des sans-abri dans la rue. Moi, j'ai vu énormément d'exemples, et donc ça fait du bien quand on dit, oui, on vit une situation compliquée, mais les situations compliquées génèrent aussi plein de positifs. Ça, c'est une des façons aussi d'éviter des demandes et puis de se dire comment moi je pourrais être utile. Il y a des choses qui sont impossibles pour l'instant. Et je pense qu'il ne faut pas se battre contre des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà, je pense qu'on perd son énergie. C'est plutôt d'essayer de trouver des solutions. Et peut-être aussi un peu manifester quand on pense que certaines choses vont trop loin, etc. Et puis aller prendre l'air, et puis de temps en temps aller se balader, et puis de temps en temps respecter les distances de sécurité. Mais voilà, donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, mais, ouais. On a juste avant la question prochaine une question de Thibaut. Oui, donc nous avons Louis sur les réseaux sociaux qui demande comment rester motivé quand on n'a plus de cours pratiques ou de stages. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des pistes de solutions? D'abord, est-ce que vous avez déjà pensé, quand vous étiez seul, totalement démotivé, voilà, je vais faire ça? Si je peux répondre à Louis, c'est bien ça, Louis, que l'essentiel n'est peut-être pas non plus dans les études, peut-être d'abord se recentrer sur sa famille, sur soi-même, sur, je sais pas, une activité que tu peux faire chez toi, et puis ensuite se dire aussi que malgré tout, la pandémie, ça ne va pas durer non plus pendant 10 ans. Donc peut-être qu'on aura d'autres pandémies, ça c'est une autre question, mais que cette pandémie va s'arrêter et qu'on a de l'espoir quand même avec les vaccins. Donc à dire à Louis qu'il doit rester positif quand même. Je ne sais pas si vous avez complété. C'est sûr que c'est une période difficile. Je pense que qu'est-ce qui fait vivre des options qualifiantes ou professionnelles, c'est les cours pratiques. Qu'est-ce qui fait vivre une école, c'est des projets pédagogiques. Et tout ça, c'est compliqué à organiser pour l'instant. Et donc, tout ce positif qu'on peut retrouver dans des projets, on est un peu freiné pour l'instant par rapport à ça. Et donc, je pense vraiment que les professeurs, le monde de l'enseignement, comprend vraiment cette problématique. Rien ne remplace un cours en présentiel, rien. Même si on peut mettre
tout en place, des visios, tout ce que vous voulez, dépenser une énergie, parce que c'est ce qu'on a fait, on a dépensé une énergie dingue pour pouvoir garder le contact, mais rien ne remplace un cours en présentiel. Ça, merci. On a encore une question de Thibaut. Oui, donc ce n'est pas une question de moi, c'est de René, qui demande, y a-t-il du positif pour les jeunes dans cette crise? Ça, c'est plus à vous de répondre. Je pense que dans chaque chose négative, on peut toujours trouver du positif quelque part. Comme ici, on remarque qu'il y a quand même la solidarité entre nous. On essaye de, même si on n'a pas les professeurs qui sont là tout le temps derrière nous pour nous aider, entre classes, entre années, on s'envoie les cours, on s'aide si quelqu'un a difficile en maths, en français. Et on voit vraiment une solidarité énorme qui se fait entre les jeunes, à s'aider, même entre différentes écoles. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de très positif qu'on peut ressortir de cette pandémie. Donc la solidarité qui s'est créée et qui n'existait peut-être pas avant ou pas aussi on fort. remarquait peut-être pas, je pense, mais c'est vraiment renforcé, je pense, ici. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour cette réponse. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir ou on continue. Alors, cette fois-ci, vous pouvez ressortir vos petits emojis. Et la première question, c'est: vous sentez-vous en sécurité à l'école par rapport au Covid? Donc elle s'adresse aussi bien aux jeunes qui vont à l'école ou pas, qu'aux directeurs, aux professeurs. Je vous en prie, vous pouvez montrer. Si jamais vous hésitez vraiment, vous pouvez en montrer plusieurs. Donc au niveau des étudiants, on remarque quand même que ça a l'air d'être positif. Ils nous diront peut-être pourquoi par la suite. De tous les côtés. Ouais, c'est positif. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en sécurité à l'école malgré le Covid? Mais je pense que c'est le fait que tout le monde garde son masque, respecte les distances, que ce soit en classe ou à la récré. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on se sent en sécurité. Il y a un cadre qui a vraiment été mis directement, toutes des règles, et tout le monde les respecte. Et ça, je pense on se met chacun en sécurité, donc on se sent plus serein pour aller à l'école en se disant il y a des gels qui sont mis à portée de main, il y a des fenêtres qu'on peut ouvrir, allez, tout le monde a son masque, on en a à disponibilité là-bas si malheureusement il casse ou ça va pas. Donc on a vraiment une mise en place qui nous rassure à aller à l'école le matin. Nous, à l'université, on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'aller en cours depuis octobre, mais c'est vrai que les quelques fois où j'ai été en cours, on n'a pas ressenti un sentiment d'insécurité parce qu'on était dans des amphithéâtres très très grands. C'est peut-être aussi lié au fait que tous les étudiants ne venaient pas en cours. On était beaucoup moins, donc du coup on pouvait prendre nos espaces. Et il y a tout qui est à disposition, le gel, etc. Les fenêtres sont ouvertes. Donc on ne s'est pas senti en insécurité. Peut-être juste au niveau des examens de janvier, je parle pour l'université. C'est vrai que là, on pourrait reparler des mesures qui ont été prises parce que parfois, on était tous agglutinés dans des couloirs attendant pour notre examen. Et ça a peut-être aussi permis au virus de se repropager, de circuler. Merci beaucoup. Et si je peux rebondir juste aussi. Donc oui, au-delà du fait qu'il y a eu plein de mesures qui se sont mises, parfois on est d'accord, pas d'accord, mais on se rend compte qu'elles ne sont pas méga cohérentes. Enfin, on voit qu'il y a des choses qui ont été mises en place et qui ont été faites pour nous accueillir quand c'est possible. Mais au-delà de ça aussi, c'est plus à titre personnel, mais je me sentais aussi en sécurité dans le sens où j'étais content en fait de retrouver du contact avec des personnes, de voir qu'il y avait les mesures et vraiment c'était vraiment un sentiment de plaisir de pouvoir retourner, échanger avec des personnes, etc. Donc ça permettait, comme c'était un sentiment partagé de plusieurs étudiants et même de professeurs, de pouvoir retourner échanger tous ensemble. Donc ça permettait aussi de se sentir bien, je pense. Merci beaucoup. Oui, en effet. Donc, c'est vrai qu'on a mis énormément d'énergie à mettre tout ça en place, les gels, la circulation dans l'école, mais parce que c'est indispensable qu'un jeune se sente en sécurité dans l'école pour pouvoir travailler sereinement. C'était impensable de se dire qu'on n'allait pas mettre tout ça en place juste au moins pour qu'il se sente serein dans son apprentissage. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai pas été donné cours physiquement depuis la mi-octobre. Oui. Donc pour nous, c'était quasiment, comme moi je n'ai pas de cours pratique, c'est quasiment tout à distance. Je dirais, on parlait un peu d'ennui. Je dirais, c'est vrai que c'est une difficulté, en tout cas en tant que prof, parce que nous, on aime bien avoir le contact physique, présentiel
les étudiants. C'est pour ça qu'on a choisi ce boulot, c'est pas pour donner cours derrière un PC. Il n'y a pas que du négatif, parce que voilà, le fait de donner cours à distance, ça permet de réinventer et de faire une pédagogie un peu différente. Mais c'est vrai que ce contact avec les étudiants, c'est quelque chose qui manque. Moi, je dirais du coup, il y a quand même pas mal d'ennuis, parce qu'en fait, quand on a un métier où on est obligé de rester chez soi, faire du télétravail pendant 5 mois, alors qu'on a choisi un métier de contact, c'est quelque chose qu'il faut savoir un peu se réinventer, il faut savoir organiser ses journées, puis trouver des bonnes idées aussi pour continuer à garder les étudiants motivés et intéressés par la matière, etc. C'est à la fois un challenge, mais c'est vrai que du coup, bon, moi, la sécurité de mon PC, je l'ai, c'est pas un problème, mais du coup, ça implique d'autres problématiques qu'il faut pouvoir gérer au quotidien, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Là, c'est une double question. Est-ce que vous, les élèves, vous sentez soutenus par le corps professoral et par la direction? Et inversement, est-ce que vous, professeurs ou direction, vous vous sentez soutenus par la direction ou par la fédération? Ah, émotion? Ouais. Oui, on est parti sur des émotions. Honnêtement, moi, j'ai pas un peu. Donc, au niveau des élèves, des jeunes, on est plus soit interrogatif, soit déçu de ce soutien. Et par contre, au niveau des professionnels, c'est plutôt pas mal. Ouais, on a de la chance. Oui, je ne sais pas, on peut peut-être commencer par vous cette fois-ci. Oui, effectivement, nous, on avait vraiment depuis le début été suivi par notre pouvoir organisateur, par ma directrice, pour mettre tout en place. Donc, je n'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Et est-ce qu'au niveau de la fédération, là, il y a eu... Oui, tout le suivi a été fait, les circulaires, et donc nous, on a chaque fois appliqué tout ce qu'on nous demandait. Okay. Alors moi, je donne cours à la Haute École Vinci, qui est une grosse haute école avec plein d'instituts, etc. Je donne cours dans l'Institut Parnasse à des futurs éducateurs spécialisés, donc je suis dans le secteur social. Et c'est vrai que nous, on a ce côté un peu où on est soucieux du bien-être du personnel, de la communication entre nous, de l'aide des étudiants, etc. Donc il y a toute une atmosphère quand même positive. Et nous, on est soutenus par notre direction, on se sent compris aussi. Après, voilà, on a d'autres frustrations qui ne sont pas forcément liées directement à la relation qu'on a avec notre direction, mais plutôt à la façon dont la Haute École fonctionne, c'est une grosse machine. Mais on se sent quand même écouté et compris dans la mesure du possible. Et bon voilà, maintenant moi si je ne peux pas donner cours en présentiel, je le comprends, ça me frustre, mais je le comprends aussi d'un côté. C'est pas, voilà, il n'y a pas que moi qui suis dans cette situation-là. Et donc on se sent quand même écouté et compris malgré tout. Ouais. Donc après on est peut-être privilégié par rapport à d'autres, parce que je ne pense pas que c'est ça partout. Mais... Donc voilà, c'est mon sentiment personnel. Moi, peut-être au niveau des messages qui visent les étudiants, que ce soit de la direction des universités, de haute école ou des professeurs, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait un peu un double discours ou du flou en tout cas, mais c'est peut-être pas vraiment la faute des profs ni des directions, j'ai l'impression que ça vient un peu plus haut. C'est un peu l'histoire du téléphone sans fil. Hein. En Belgique, c'est une lasagne institutionnelle, donc il y a plein de couches, plein d'entités, et le fait que les informations de tout en haut doivent descendre jusqu'aux profs et au niveau des directions, parfois, même au niveau des mesures à prendre dans les différents établissements, ça varie d'un établissement à l'autre, même d'une université à l'autre. Donc, c'est vrai que nous, comment on ressentait ça au niveau des étudiants, c'est qu'on était un peu... c'est qu'il y a peut-être des intérêts qui passaient avant l'intérêt des étudiants, l'intérêt pur des étudiants. C'est juste l'impression qu'on a eue, peut-être que ce n'était pas l'intention, mais c'est l'impression que pas mal d'étudiants ont. Oui, mais c'est votre ressenti, vous avez le droit de le ressentir comme ça. Je ne sais pas si Chanel, tu disais pourquoi toi tu étais plutôt déçue. Moi j'étais plus déçue au début de la pandémie, quand on a commencé les confinements. Maintenant ça va un peu mieux. Mais c'était un peu le brouillard pour tout le monde et nous a vraiment laissé nous débrouiller tout seuls. On avait des dossiers énormes pour chaque cours. Et en même temps, on n'avait pas tous un PC ou des parents pour nous aider. Et il fallait absolument prendre des travaux pour avoir des points, pour pouvoir peut-être réussir notre année ou pas. Donc on avait vraiment, on ne savait pas avoir nos professeurs sur internet pour nous aider, donc c'était vraiment, on était libre à nous-mêmes, on n'avait pas toute cette aide sur le côté, comme maintenant où maintenant les teams s'est mis en place, et là maintenant on peut poser des questions à tous nos professeurs, mais avant c'était pas du tout le cas. C'est ça que je pense beaucoup ont décroché à ce moment-là pour l'école. La prochaine question, c'est vraiment lié aux émotions, c'est quel est votre niveau de motivation actuel? Que ce soit dans votre travail de professeur ou que ce soit dans votre travail d'étudiant, enfin, dans votre boulot d'étudiant.
On voit que les professionnels ont le smile. On n'a pas choisi ce métier pour rien. Du positif. Alors, on est plus perplexe au niveau des jeunes. On a encore une fois de l'interrogation, de la joie, de la tristesse, de la peur et encore de l'interrogation. Ben, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer, dire un peu pourquoi. Moi, je veux bien me lancer. Mais donc, par rapport à ce qui est de la motivation, je trouve que c'est vraiment très compliqué. Dans le sens où, à titre personnel, donc pour ce qui concerne les cours, ce qui était vraiment compliqué, c'est vraiment, enfin le visio, ça y a rien à faire et c'est un peu pour tout le monde, professeur, etc. Mais la motivation, c'est hyper compliqué de la garder parce que c'est un écran, c'est un peu impersonnel, il y a très peu d'interaction et même si parfois on sent qu'il y a une envie de la part du professeur, des élèves d'interagir, c'est vraiment trop compliqué comme il n'y a pas le sens qui est donné par les étudiants. Ensuite, c'est hyper facile de décrocher, il suffit de fermer son ordinateur et c'est terminé, on est libre un peu de ce qu'on veut, enfin surtout de s'ennuyer, mais parfois c'est ce qu'on choisit quand même. Et aussi, donc moi j'ai eu la chance, comme je l'ai dit dans la vidéo, de pouvoir faire mon stage et donc ça a été vraiment un moyen de garder une certaine motivation parce que j'étais impliqué dans quelque chose, mais je comprends que pour la grande partie des étudiants qui n'ont pas pu aboutir à leur stage ou faire du télétravail, ou bien pour tout ce qui est professionnel, etc., les ateliers pratiques, c'est complètement dénué de sens et ça devait vraiment être infernal pour garder la coche. Ouais. Ben, moi, je rejoins un peu Félix aussi au niveau de l'interaction. Il n'y a rien à faire hein. Quand on donne cours. J'imagine que les profs comprennent très bien ça. C'est qu'il y a des ondes qui passent, qui ne traversent pas les écrans. Ces ondes-là, c'est cette chaleur, cette ambiance qu'on a dans les amphithéâtres ou dans les classes. Donc ça, je rejoins Félix. Et au niveau de la motivation, ben, il faut aussi se dire que la seule source de motivation des étudiants, c'est pas de réussir à l'école. C'est un équilibre entre différentes choses. C'est de réussir à l'école, d'avoir son activité sportive ou culturelle à côté, de voir des gens, de vivre des émotions, de vivre des aventures. Et c'est pas seulement lié à l'enseignement. Il ne faut pas croire que la seule motivation des étudiants, c'est de réussir et de allez-y, vous allez réussir, mais il n'y a pas que ça. Donc, oui. On vous entendait acquiescer, donc je suppose que vous êtes d'accord avec ce que dit Maxime. Oui, franchement, je vous comprends, mais à 100%. Je pense que pour l'ensemble des professeurs, c'est terriblement frustrant aussi pour ne pas pouvoir mener à bien tous ces projets qu'ils font d'habitude et qu'ils font dans l'école. Et on a beau essayer vraiment de chercher des pistes d'aide. Enfin, moi, je remercie le centre PMS qui fait un travail de dingue dans notre école. Vraiment, il n'arrête pas pour soutenir les étudiants, pour éviter le décrochage. L'AMO, qui vient aussi faire des activités. Je pense que ça, c'est important vraiment de les garder pour garder la cohésion de classe, pour continuer à rester motivé, même si vraiment, c'est pas, enfin je l'ai dit tout à l'heure, rien ne remplace un cours en présentiel ou un stage ou des travaux pratiques. Et donc ça, malheureusement, on a beau se réinventer et proposer toutes les pistes d'aide, voilà. Ça, il va falloir, on l'espère en tout cas que... Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'après la crise, est-ce que vous craignez une hausse du décrochage et peut-être mettre des mesures, peut-être en plus, on parlait de l'AMO, centre PMS, mais intensifier... Bien sûr, on est hyper attentif à ça parce que je pense que ça va être indispensable pour les jeunes d'être soutenus à ce moment-là. Moi, j'ai peut-être une question pour vous, parce que les deux professionnels ont chacun dit on se réinvente, on trouve des nouvelles techniques, on doit changer notre façon d'enseigner. Et justement, vous, comment est-ce que vous percevez ça? Est-ce que vous voyez un changement et est-ce que vous constatez en effet que les profs vous cherchent d'autres solutions Moi, personnellement, j'ai aucun reproche à faire aux profs. Il y a toujours une minorité de profs, une toute petite minorité de profs qui font preuve de mauvaise volonté. Ça existe partout, comme des étudiants qui font preuve de mauvaise volonté, il y en a peut-être même plus. Donc, mais je pense que les profs ont fait beaucoup d'efforts à réinventer leur façon de donner cours. C'est pas facile de passer du jour au lendemain d'un cours en présentiel traditionnel à un cours en distanciel où en même temps il faut aussi teaser avec des mails, en tout cas l'université avec des mails pour motiver les étudiants, pour les tenir au courant, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas toujours faire non plus en visioconférence. Donc oui, de ce point de vue-là, le responsable, c'est le virus, c'est pas les profs. Ah oui, peut-être qu'il y a des choses à redire au niveau des décisions politiques, il y a toujours des choses à redire.
Mais non, au niveau de ceux, des professeurs, des étudiants, je pense qu'il y a de la bonne volonté. Donc, Je pense que c'est aussi chouette pour les professeurs d'entendre que justement, ben voilà, les efforts que eux font dans un sens, ben, c'est perçu dans l'autre sens aussi par les étudiants. J'ai envie de dire, c'est une phrase un peu bidon, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, les visioconférences, ça nous permet vraiment d'au moins garder ce petit fil conducteur, même si on est sur un fil et on est un peu en déséquilibre, au moins on peut continuer à avancer très lentement, mais on continue à avancer. Ouais, mais quelque chose que je remarque aussi, c'est que quand on vit tous une situation difficile, bah, quelque part, ça nous rapproche. Enfin, j'ai pas senti non plus de tension, de rivalité entre étudiants et professeurs, dans mon expérience personnelle, mais même ce que je vois autour de moi avec mes collègues. Comme tu dis, c'est pas ça, en fait, c'est pas la faute de quelqu'un. Alors peut-être, oui, il y a toujours, comme tu dis, des personnes qui ont un peu de mauvaise volonté, mais au-delà de ça, je pense qu'on est tous, c'est un peu aussi une expression un peu bateau, justement, mais on est tous dans le même bateau. Et surtout l'enseignement, je pense qu'on le vit différemment, mais quelque part la situation nous impacte chacun à son niveau. Et à côté de ça, c'est vrai que moi je me dis, moi je vois ça plus, c'est un peu ma personnalité, mais moi je vois les difficultés, je les vois toujours comme un challenge. Donc je me dis comment est-ce que moi je peux trouver la motivation pour motiver les étudiants. Et alors il y a une chose quand même que j'ai constatée, c'est que c'est vrai qu'on est dans un mode d'enseignement très transmissif, notamment en Belgique. C'est-à-dire que c'est le prof qui a le savoir, il transmet aux étudiants. Et je me dis, s'il y a un aspect positif de cette situation, c'est que moi j'ai essayé de rendre mes étudiants plus autonomes dans leur travail et plus proactifs. Et donc en fait, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on a l'habitude d'avoir un prof qui nous dispense le savoir, notamment dans les cours plus théoriques, en pratique c'est un peu différent. Mais là je me dis, moi c'est ce que vraiment je suis, c'est un peu la méthode anglo-saxonne, dans l'université américaine ou anglaise. Ils ont c'est parmi les meilleures universités du monde, mais c'est aussi parce que les étudiants payent très cher, c'est parce que les classes sont petites. Et en fait, les étudiants s'impliquent tout le temps, ils font des travaux, des présentations. C'est un mode d'apprentissage qui est beaucoup moins de transmissif et moins passif. Et moi, personnellement, ce que je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion, du coup, de rendre les étudiants plus proactifs. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de le faire derrière un PC, évidemment. Mais moi, du coup, j'ai adapté un peu mes méthodes en fonction de ça. Et alors, je me souviens, il y a une étudiante, parce qu'il y a les cours synchrones et asynchrones. En gros, synchrone, c'est en direct. Avec son PC avec les étudiants qui écoutent en direct. Et asynchrone, par exemple, il y a 2 heures de cours, on donne 2 heures de matière, d'une vidéo, un texte à lire, etc. Et les étudiants travaillent quand ils ont le temps. Et donc, les étudiants ont dit qu'ils avaient beaucoup de mal avec l'asynchrone, c'est-à-dire en gros, on vous donne le boulot et vous faites comme vous voulez. Parce qu'en fait, sans structure, c'est très difficile de se motiver. Et alors, sans parler de la procrastination, la situation actuelle crée encore plus de procrastination. Déjà que chez les étudiants, c'est plus ou moins 80-90% en première année, donc, et on le fait tous. Mais dans ce genre de situation, au plus on a de temps, au plus on a tendance à reporter, et au moins on a tendance à faire des choses. Et c'est vrai que ça, c'est... Et alors je me dis, moi, c'est vraiment dans le concret, j'avais beaucoup de cours en asynchrone, donc je donnais du travail aux étudiants chaque semaine. Puis à un moment donné, les étudiants, il y a un étudiant qui vient me contacter, là j'ai eu vraiment on a discuté pendant 20 minutes, et elle m'a expliqué les difficultés que les étudiants avaient, mais sans me faire de reproches à moi. Et ça j'ai vraiment bien aimé en fait. Elle dit voilà monsieur, c'est vraiment difficile de trouver la motivation, sans structure, sans vous voir au moins une fois. Puis elle dit en plus, bon elle a sûrement fait ça pour m'amadouer, elle m'a dit en plus vos cours nous manquent, etc. Ben bon voilà, peu importe le cours présentiel en tout cas. Mais c'est bien qu'elle me l'ait dit parce que du coup je m'en suis rendu compte et je me suis arrangé pour faire des séances plus en live au moins une fois de temps en temps. Parce que donner que de la matière à distance sans avoir aucun contact, franchement au niveau motivation, ça va pas quoi. Donc voilà, et ça je trouvais ça. Là j'ai vraiment senti que c'était une interaction, il n'y avait pas d'opposition entre étudiants et profs. Quoi. Et juste une question, vous aviez le choix en fait de faire un peu comme vous voulez? Non, en fait non, c'est à cause des horaires, parce qu'en fait pour donner cours en direct, en ce qu'on appelle synchrone, il faut que les étudiants soient chez eux. On peut pas et en fait il y avait à la fois des jours où ils étaient en présentiel pour les cours pratiques, et à la fois, donc ils étaient à la fois à haute école et à la fois chez eux, et donc c'était un casse-tête au niveau des horaires. Et du coup moi j'ai eu beaucoup de cours en asynchrone, et après ça je me suis arrangé pour quand même qu'on fixe des séances ensemble, qu'ils puissent au moins avoir un contact une fois de temps en temps. Parce que je me suis rendu compte que le contact, c'est ce qui entretient la motivation. Enfin, voilà. Je suis vraiment, mais entièrement d'accord. Ça tombe bien. C'est vrai que nous, on s'est rendu compte que même si les élèves étaient à la maison, ils avaient besoin d'un contact. Et donc, on a organisé ces cours en visio. Alors, bon, il a fallu faire attention à plein de choses, parce que, voilà, il y en a qui ne disposaient pas d'un ordinateur, il y en a qui... Donc, il ne fallait pas qu'il y ait une fracture numérique à un moment donné, que ça devienne une fracture sociale, ce n'était pas possible. Donc, on a fait appel à des associations, on a des élèves qui sont techniciens en informatique dans notre école qui ont réparé les PC pour fournir vraiment à chaque étudiant un ordinateur.
et pouvoir permettre à tout le monde de suivre ces cours en visio. Ça, c'était vraiment quelque chose sur laquelle on a beaucoup travaillé. Je remercie vraiment à 100% notre équipe informatique à l'école qui a vraiment mis beaucoup d'énergie là-dedans, parce que voilà, garder le contact, c'était pour nous indispensable. Merci beaucoup. La question suivante, on en a déjà un peu beaucoup parlé, donc à mon avis, elle va aller vite. C'est que pensez-vous justement de la méthode des cours à distance? À mon avis, vous pouvez lever vos pancartes. Et si quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur ce qu'on vient déjà de dire Et plus par rapport à la mise en place aussi. Ben moi, je voudrais juste rajouter au niveau du ressenti des étudiants, c'est que ce que la crise nous aura appris, c'est que le numérique, les visioconférences, etc., ce sont des outils très intéressants en cas de travail. Parfois même, si un prof est à l'étranger qui peut donner son cours à distance, maintenant ça ne remplacera jamais un vrai cours humain, quoi. Ça, on le sent. Il y a des inégalités, la fracture numérique, il y a des inégalités sociales, il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, des gens qui ont un mauvais Wi-Fi et qui n'ont pas de Wi-Fi, ou toutes ces choses-là. Et donc du coup, il n'y a rien de plus égalitaire que tous les étudiants dans un amphithéâtre face à leurs profs. Et comme ça, tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Je pense qu'avant qu'on trouve une alternative à ce mode d'enseignement, il faudra être très inventif, parce que ce n'est pas la visioconférence qui la remplace. Chanel? Moi, personnellement, depuis le début des confinements, j'ai que 2 vidéoconférences d'à peine 1 heure chacune. Et donc c'est vraiment, on va juste nous mettre du travail sur Teams. Si on a quelques questions, on peut, et encore s'ils sont connectés au bout de 5 jours, c'est rare qu'ils soient aussi sur leur PC. Donc c'est vraiment juste du travail. C'est ça qu'aussi on a, même si j'ai encore la chance maintenant d'aller à l'école moitié de semaine, mais on est quand même pendant une semaine souvent largué à juste avoir du travail, sans pouvoir forcément poser des questions, parce qu'ils sont occupés aussi avec l'autre partie de notre classe. Mais en même temps, donc c'est pour ça que au niveau des cours à distance, aussi on est perdu, on est largué sur vraiment tout, quoi. Voilà. J'avais mis j'étais partagée entre content et triste, hein, parce que bon, voilà, je pense que voilà, contente parce que ça permet quand même de garder le contact, surtout avec les visios, et triste parce que ça ne remplace pas l'enseignement traditionnel. Ouais, je pense qu'il est compliqué, en fait, c'est de changer de méthode du jour au lendemain. C'est-à-dire, on était mis devant le fait accompli avec ce virus, les mesures ont été prises assez rapidement. Et puis on s'est dit, bon, maintenant, on n'a pas le choix, il faut qu'on change. Moi, ce qui a été assez anxiogène, je dois dire, c'est la période d'examen. Parce que là, c'est vraiment, ça change tout au niveau de l'évaluation. En fait, si on continue avec un même système dans une situation qui est complètement différente, souvent, ça ne marche pas. Et donc, et alors, évidemment, comme on doit se réinventer, on a besoin aussi de temps, on a besoin d'expérimenter pour voir si ça marche ou pas. On a des choses qui fonctionnent. Et donc, c'est beaucoup de questionnements, je trouve, par rapport aux méthodes, d'enseignement, mais aussi à l'évaluation. Parce que ça, on a encore une réunion hier, et moi, je trouvais que c'était... L'évaluation, c'est ce qui souvent pâtit le plus au final, quoi. Donc voilà. Et même en tant que prof, on ne peut pas faire vraiment l'examen qu'on veut. Mais là, par exemple, moi, je veux faire des examens oraux. Je ne sais pas du tout si je pourrais les faire physiquement ou pas en juin. Donc, je ne sais pas. Donc, ils sont fixés. Je leur ai dit que je voulais un examen oral. Mais donc, soit ce sera en visio, par Teams, ou soit ce sera en présentiel. Mais moi, évidemment, je préfère en présentiel, mais donc je ne sais pas. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un peu... voilà, quand on ne peut pas planifier son examen, alors qu'on... C'est déjà pas facile de planifier les cours, c'est pas évident. Donc, voilà, c'est ça aussi. Ouais. C'est un mélange de nouveautés parce que c'est tombé comme ça tout d'un coup, et d'incertitude parce que vous essayez de prévoir des choses, mais finalement sans savoir... Sans savoir, ça change tout le temps en fait. Donc, les mesures gouvernementales, donc voilà. Et moi j'ai peut-être une question pour les corps enseignants, pour les directeurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné, c'était pas un reproche, mais on a sous-estimé le fait que la crise allait durer longtemps. Donc du coup on a voulu se baser sur des mesures à court terme. Et certains profs ont même minimisé le fait que de toute façon on va bientôt reprendre les cours en présentiel, donc du coup on va pas faire trop de mesures pour pouvoir garder contact avec les élèves parce qu'on l'aura de nouveau dans peu de temps. Et puis au final on se rend compte que ça dure. Et certains profs, moi c'est le ressenti que j'ai eu, certains profs à la fin ont réalisé le fait que ça durait longtemps et qu'il fallait mettre quelque chose en place, un mécanisme d'enseignement, de visioconférence, etc. ou alors de mail pour teaser les étudiants pour faire des travaux, etc. Et c'est la question que je me posais, c'est est-ce que certains profs ne se sont pas dit que ça durait beaucoup moins longtemps que ça, quoi.
Probablement. Après, nous, on a directement mis en place le système avec Office 365 qui permettait aux étudiants d'avoir les visios, d'avoir les outils comme Word, Excel, etc. Et donc, fatalement, tous les profs se sont retrouvés à devoir utiliser cet outil. Alors, évidemment, avec la difficulté qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, c'est comme les étudiants. Donc, on a eu l'opportunité à un moment donné de les avoir en présentiel, donc on a pu essayer de former un maximum de monde, un maximum d'élèves, un maximum de professeurs à ces nouveaux outils, à cette nouvelle façon d'enseigner. Rappelle-moi un peu la question. Ou est-ce que tu suis C'est juste le fait que certains profs n'ont pas sous-estimé la durée de cette pandémie, en fait, de cette crise. Ouais. Moi, personnellement, si tu me demandes, j'aurais jamais cru que mi-septembre, à partir de mi-septembre, je ne donnerais plus cours en présentiel. Franchement, je ne l'ai pas anticipé. Maintenant, ce que j'ai vu aussi avec mes collègues, c'est que en fait, on n'a plus envie de planifier des trucs sans savoir si on pourra le faire ou pas. Donc finalement, on choisit la méthode la plus sûre. On se dit, de toute façon, tout sera en distanciel. Et alors, on va plus, entre guillemets, pas se casser la tête à faire des choses si on n'est pas sûr de pouvoir les faire, tu vois. Et c'est vrai que moi, je sais que maintenant, maintenant, je me suis fait une raison, entre guillemets, où je sais que tout va être en distanciel. Donc, je ne vais pas commencer à préparer des cours de type présentiel si je sais que ça ne va pas être donné, tu vois. Donc, voilà, mais si moi, personnellement, tu me demandes, je n'aurais pas pu anticiper. Je m'étais dit, bon, j'espère quand même que je pourrais donner juste une semaine sur 2 en présentiel, tu vois. Mais c'est vrai que ça change complètement tout. Enfin, je donne un exemple. Je fais, comme beaucoup de profs, je fais des PowerPoints. Les PowerPoints, c'est bien si on peut les animer, on peut les commenter. Mais donner des PowerPoints à distance, ça n'a strictement aucun sens. Donc moi, tous mes PowerPoints, je les ai pas, je les ai pas donnés. Et du coup, j'ai fait d'autres documents, etc. Et donc voilà, je me suis fait une raison, en fait. Et puis, comme je dis, j'essaie quand même de cette situation, on va dire plutôt négative, j'essaie quand même d'en ressortir du positif, parce que je pense que les éducateurs, les profs, enfin, sans parler des médecins, des infirmières, si on n'est pas positif, alors qui va l'être, quoi, je veux dire. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un peu notre rôle aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce métier, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas évident pour tout le monde, ça c'est clair. Et justement, pour le fait que ce ne soit pas évident pour tout le monde, la question prochaine, c'est au niveau de la charge de travail. Qu'est-ce que vous en pensez, tout aussi bien en tant que directrice, en tant que professeur, en tant qu'étudiant, par rapport à avant, ou voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez et comment vous vous sentez par rapport à cette charge de travail. Moi j'ai déjà l'impression qu'il y a du coup, mais ça c'est fatal, c'est inhérent à la crise, c'est que les profs échangent moins entre eux et donc du coup se disent moins, voilà, moi je fais ça pendant mon cours, je prévois ça pour mes étudiants, moi je prévois ça. Et donc du coup en tout cas à l'université c'est qu'on a tout un tas de travaux comme ça qui nous tombent dessus et on a des deadlines où on doit comment dire, finir les travaux ou en tout cas les workshops avant telle date. Et parfois, c'est vrai que c'est lourd à porter pour certains étudiants qui décrochent. Mais voilà, c'est... Oui, chaque professeur donne sa charge de travail sans vraiment se coordonner avec les autres. Mais je pense que c'est juste lié au fait aussi qu'il y a moins de dialogue, il y a moins d'échanges entre les profs. Ils ne se croisent pas dans les couloirs parce que... Voilà. Mais c'est exactement ça. C'est une hypothèse. Sauf que nous, on doit rattraper les cours de l'année passée, fin d'année. Plus ici, vu que maintenant on a cours moitié de classe séparée, les profs doivent donner 2 fois le même cours, donc on reprend du retard. Donc vu qu'on a un énorme retard à l'arrière et qu'en 6e, il faut quand même qu'on ait toutes les matières possibles, mais les professeurs nous donnent des charges de devoirs. Des fois, on a 5 interrogations le lundi, 2 le mardi, et c'est ainsi de suite. Les 3 jours qu'on a cours, on va tout nous mettre. Et puis dès qu'on n'a pas cours, on va nous mettre des dossiers aussi. De même, les profs ne se mettent pas en commun et donc on a des charges un peu de tous les professeurs. Donc c'est vrai qu'on a une énorme charge plus qu'avant de travail, ça c'est sûr. Et je voudrais juste répéter aussi, peut-être que le fait qu'on dise ça, qu'on soit un peu aigri là, c'est aussi le fait qu'on a moins de motivation. Donc peut-être que la charge de travail n'était pas forcément beaucoup plus élevée, mais c'est surtout au niveau de notre motivation, c'est qu'on voit tout ce travail avec le recul et puis on se dit voilà, la motivation n'est pas là et puis on procrastine, on se dit je ferai ça demain, et au final, le travail s'accumule. Oui, mais c'était un peu pour dire comme Maxime, c'est que moi, j'ai pas l'impression que, en tout cas dans mon école, la charge de travail est augmentée, mais je dirais qu'elle n'a pas toujours été cohérente et à comment elle était donnée. Donc, les travaux, etc., on n'a pas eu plus que ce qu'on aurait eu en présentiel. Mais c'est vrai que le fait de ne plus avoir un réel cadre, etc., ça paraît bête parce qu'on a plein de temps en fait, mais on ne l'exploite pas du tout et on ne saurait même pas dire pourquoi. Et
Donc ça, c'est con aussi. Et un autre point, c'est que aussi, nous, par exemple, quand le confinement est tombé en mars, nos profs, ils ont beaucoup allégé leur syllabus, mais on n'a plus le cours du tout, ils nous les ont déposés. Et puis voilà, étudier parce que, bon, il y avait des raisons, entre autres, qui n'étaient pas toujours logiques non plus, s'ils devaient s'occuper de leurs enfants, etc. Mais nous, on était aussi, nous aussi, on est chez nous avec nos frères, nos sœurs, d'autres en télétravail, enfin bref. Et du coup, parfois, je dirais, la charge n'a pas été augmentée, mais elle a mal été évaluée par rapport à la manière de la donner, quoi. Il aurait peut-être fallu parfois s'adapter à la crise. Oui, c'est ça. S'adapter aux réalités de tous. En fait, on s'en rend compte, parce qu'on voit par exemple 2 élèves d'une même classe. Il y en a un pour qui il va trouver qu'il n'a pas assez de travail, et puis l'autre qui est submergé, qui n'y arrive pas. Et en fait, fatalement, comme ils n'ont pas l'encadrement traditionnel avec le prof en classe, etc., et que le fait d'étudier à distance ou de devoir faire des travaux à distance, ce n'est pas la même chose en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et donc, effectivement, on sent vraiment qu'il y a vraiment des différences. J'imagine que dans le secondaire, en plus, quand il y a cours traditionnels en présentiel, le prof peut venir aider les étudiants qui sont un peu plus... qui sont un peu plus en retard ou qui ont un peu plus de mal, alors que les étudiants qui sont plus autonomes, un peu plus, on va dire, un peu plus haut dans la classe, en termes de cotes, on peut les laisser un peu en autonomie et travailler tout seul. Quoi. Ouais. C'est ce qu'on ne peut pas faire avec cette crise-ci. Ouais. Et vraiment, on sent vraiment que c'est différent d'un élève à l'autre. Il n'y a pas de ligne conductrice par rapport à ça. Il y en a vraiment pour qui, même les cours en visio, ça leur convient super bien, ils sont hyper épanouis, et d'autres pour qui ça ne va pas du tout, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc voilà, donc tout ça, pour dire qu'on essaye quand même de mettre des aides pour eux, mais ça reste compliqué. Mais au-delà des aides, juste pour réagir, c'est aussi un autre constat, c'est que comme en fait on est toujours chez nous, on est toujours dans un milieu où on a eu l'habitude de ça. Enfin, généralement, on est chez nous, c'est pour se détendre, on fait d'autres choses que l'école en fait. Et en fait, là, on doit mixer 2 environnements dans un seul, et c'est hyper dur dans sa chambre. Moi, par exemple, j'ai jamais fait mes devoirs dans ma chambre, je suis toujours dans une autre pièce. Là, me retrouver en visio dans ma chambre, etc., c'est hyper contradictoire avec ce qu'on a eu l'habitude en fait de côtoyer. Pour appuyer ce qu'a dit Félix, c'est vrai que moi, au-delà de la maison, c'est plutôt la chambre. J'ai déjà pas une grande chambre, mais ma chambre est devenue ma salle de sport, ma salle d'études, ma salle de détente, ma salle de lecture, et tout ça à la fois. Et c'est vrai qu'au niveau de l'utilisation de l'espace, on est tout le temps dans notre chambre, que ce soit pour le sport, pour l'étude Et oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose des questions, on se dit, voilà, là, c'est lassant, c'est pas motivant, quand est-ce qu'on pourra de nouveau l'enseignement à l'université, à l'école secondaire, le sport sur les terrains de rugby, de foot, d'athlétisme, et puis voilà, quoi, je crois que c'est important quand même. J'avais lu, je crois que c'est plus ou moins 20% des étudiants supérieurs trouvaient que la situation à distance, eux, ça leur convenait mieux même que les cours présentiels, parce qu'ils pouvaient mieux s'organiser, faire plus de choses à côté. Mais donc je pense que la situation favorise les étudiants qui sont autonomes et qui sont organisés. Mais ce n'est pas la majorité des étudiants. Et donc oui, c'est une minorité qui peut trouver des choses positives. Et alors par rapport à la charge de travail, je me souviens l'année passée, donc au lieu de donner le cours, ce que j'ai fait, il y a un cours comme ça où je pars d'un cas clinique, et puis on en discute, et puis voilà, je développe la matière. Mais là, du coup, pendant le cours, évidemment, c'est moi qui parle, c'est moi qui explique. Mais là, je leur dis, écoutez, maintenant, vous devez lire le cas clinique, vous devez répondre à des questions, mais ça prend exactement le même temps qu'un cours. Mes étudiants avaient l'impression d'avoir plus de travail. Mais c'est pas qu'il y a plus de travail, c'est juste qu'ils doivent être plus proactifs. Et du coup, c'est perçu comme étant plus de travail, parce que comme tu dis, tu es dans ta chambre, tu es dans un environnement où tu n'as pas spécialement l'habitude tu n'as pas envie d'avoir un cours dans ta chambre, en fait. Ton cours, tu as envie de savoir ça dans l'auditoire. Et c'est ça qui n'est pas facile, en fait. Je crois que c'est la perception du travail qui change. Et le fait qu'on doit peut-être se donner un peu plus, plus proactif, c'est perçu comme étant du travail supplémentaire, alors qu'en termes de nombre d'heures, c'est la même chose. Mais c'est vrai que tout ça demande une adaptation, en fait. Ouais. Et pour rebondir sur vous aussi, il y a des jeunes qui sont enfermés toute la journée à la maison, ça se passe peut-être pas forcément bien, ils doivent peut-être partager leur chambre avec quelqu'un qui étudie aussi. Tous les étudiants ne sont pas dans les mêmes conditions pour justement pouvoir apprendre chez lui, tranquillement, posément. Et pour rebondir sur ça, on voulait parler d'une autre question, et je sais que Maxime voulait en parler, on voulait aussi un peu discuter des étudiants, ceux qui doivent payer leurs études, payer leurs cotes, qui ont peut-être perdu leur job d'étudiant, qui se retrouvent dans des situations financières un peu compliquées.
Donc je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot par rapport à ça ou... Oui, donc c'est surtout dans ce cas-ci, je prends l'exemple des étudiants de supérieur et d'université qui sont un peu plus autonomes, indépendants, ou en tout cas pour une grande partie, qui doivent payer les loyers de cote, si ce n'est pas les parents qui le font, mais bon, ça dépend d'un étudiant à l'autre de nouveau. Ils doivent payer la nourriture, ils doivent payer leur Minerval. Moi, j'ai plein de copains, en tout cas, qui sont dans ce cas-là. Moi, ça, je peux vraiment témoigner. C'est dans une précarité, ça fait presque peur de voir que les étudiants de cet âge-là, qui doivent consacrer toute leur énergie, tout leur investissement aux amis, au sport, mais surtout aux études, qui sont obligés de se dire, tiens, est-ce que j'ai assez d'argent pour la fin du mois, comment est-ce que je vais faire, et quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est aussi le fait que certains étudiants aient besoin d'aller aux banques alimentaires. Ça, c'est quelque chose, ça m'a choqué. Et c'est pour ça que, au niveau des étudiants, on peut aussi trouver de la motivation, se motiver mutuellement, mais c'est vrai qu'au niveau politique, on pourrait penser à une aide pour les étudiants qui avaient l'habitude de travailler et de financer leurs études à travers des jobs qu'ils n'ont plus l'occasion de faire parce que c'était de la restauration, l'oreca, la culture, le sport, etc. Et essayer de trouver, je sais pas, une aide financière pour ces étudiants-là qui, en tout cas, on verra les répercussions dans quelques mois ou dans quelques années, mais qui ont du mal à payer leurs études, à continuer leurs études. C'est intéressant pour les personnes qui nous regardent. Si jamais vous avez d'autres idées ou si jamais vous êtes dans une place, dans un poste où vous pouvez changer les choses, voilà, un appel un peu à l'aide et au secours des étudiants qui sont sous l'eau et qui n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau justement au niveau financier. Parce que oui, souvent les étudiants travaillent dans l'Eureka ou au niveau sportif, etc. Et que ce sont malheureusement les métiers qui sont touchés et toujours touchés aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous, en tant que peut-être plus haute école, vous avez aussi ce ressenti ou ce retour d'étudiants qui sont en difficulté. Ouais, moi personnellement, on a, dans notre équipe, on a des profs qui sont plus proches, notamment ils ont des fonctions titulaires, etc. Donc ils ont un relais direct. Et moi je ne l'ai pas, parce que je ne suis pas cette personne, je suis pas la référence, mais je sais que certains collègues reçoivent pas mal d'appels, entre guillemets, d'appels à l'aide de certains étudiants qui sont en situation de précarité ou qui n'ont pas forcément des conditions de vie pas faciles à la maison. Et donc, j'ai écouté à la radio ce matin, il disait qu'il y avait une association justement qui allait faire une proposition au gouvernement de demande d'aide financière en fait. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, parce que c'est vraiment pas, il y a vraiment énormément d'étudiants qui vivent ces situations. Il y a un débat autour de ça, mais je crois qu'on soit n'importe quel bord politique, j'entends parfois parler d'assistanat, mais dans ce cas-ci, moi je peux en témoigner, j'ai vraiment des copains, ils sont en négatif partout, ils ne savent pas comment ils paieront leur Minerval l'année prochaine, ils ne savent pas payer leur cote, ils sont en retard de 1 ou 2 mois de paiement de leur cote. Ce sont des choses graves, parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre malgré tout, et sans argent on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se loger, et on ne peut pas poursuivre nos études. Donc rien qu'à ce niveau-là, évidemment tous les étudiants ne sont pas dans la même situation, hein. Il y a une forte inégalité sur ce point-là, parce que la crise ça exacerbe vraiment les inégalités, et c'est d'aider les étudiants qui avaient l'habitude de financer. Je sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais qui ont une preuve d'avoir travaillé pour payer leurs études, et peut-être les aider, ces étudiants-là. Et parallèlement à ça, il y a aussi une frustration d'étudiants ou de parents, etc., où c'est plus compliqué de devoir payer un Minerval, etc., payer des études, pour, surtout au début de la crise, le retour qu'il y a eu. Parfois, ça pouvait faire peur un peu, où des étudiants ils ont été un peu largués, lâchés. On a donné le minimum parce que tout le monde essaie de trouver ses marques aussi. Donc c'est pas la faute de quelqu'un, mais il y a aussi de la frustration qui a pu naître de là. Sans parler du fait que j'ai vu aussi qu'il y a des étudiants qui se plaignaient, notamment certaines universités privées aux États-Unis, qui payaient un Minerval de 40 000 euros par an pour avoir des cours à distance. Et là, du coup, ça pose des questions type de dire parce que moi je suis prêt à me ruiner pour payer des études alors que je pourrais, quelque part, il n'y a pas d'accompagnement pédagogique, il y a juste des cours en ligne. Et donc c'est vrai que ça pose la question de la qualité de l'enseignement en fait. Est-ce qu'on est prêt à payer pour avoir un enseignement raboté? C'est vrai que et du coup, en tant que prof, on se dit, bon, il faut qu'on fasse le maximum pour que ça n'impacte pas la qualité de l'enseignement. Et c'est pas forcément facile. Ouais. Donc, Merci beaucoup en tout cas pour toute cette réaction. On va peut-être commencer à clôturer un peu le débat. En posant une dernière question, cette fois-ci sur l'actualité, c'est que pensez-vous de la nouvelle fermeture des écoles de cette semaine? Alors évidemment, on ne va pas parler en tant que chiffre, on n'est pas médecin ni rien, mais
voilà, au niveau de vous, de votre motivation, voilà, où vous vous situez, exactement, du ressenti, où vous vous situez par rapport à cette fermeture, de nouveau, des écoles secondaires, et dans le supérieur, rester de nouveau dans les cours à distance, etc. Moi, c'est assez drôle, parce qu'il y a 3 semaines, on nous dit vous pouvez retourner en cours, et puis j'étais à un cours, vendredi passé, et on me dit de nouveau qu'il n'y aura plus cours. Donc c'est vrai qu'au niveau de la motivation, de nouveau, la motivation prend un coup. Maintenant, il faut aussi se dire qu'on voit le bout du tunnel avec les vaccins, etc., où même si c'est lent, ça s'accélère de jour en jour, et qu'on se dit peut-être qu'allez, en septembre, en octobre, on pourra enfin retourner en présentiel et voir tous nos copains, voir nos profs, et revivre convenablement. Donc, tenir bon encore un petit moment, je sais que on dit ça depuis un an, mais je pense qu'on verra le bout, quoi. Je ne sais pas si Loïc, tu as quelque chose d'autre. Vous êtes en secondaire. Ça peut perdre aussi une motivation, parce que ça va être de nouveau des retards à rattraper. Parce que c'est qu'une semaine, mais c'est une semaine, c'est pas mal quand même. C'est des cours que tu perds et qu'au final tu vas devoir rattraper par après, et ça enchaîne les retards, et du coup, au final c'est compliqué. Oui, donc toi tu vois vraiment ça comme encore, on va devoir rattraper ce qu'on a perdu. C'est aussi au niveau de nouveau du décrochage, c'est déjà on a eu encore une semaine supplémentaire à Toussaint, maintenant on rajoute encore une semaine à la fin, les vacances d'été vont être dans 3 semaines, si ça continue comme ça. Et c'est aussi au niveau du retard, je suis d'accord avec Loïc, mais au niveau maintenant, moi dans ma classe, on était 8, maintenant on n'est plus que 3, tellement on en perd petit à petit, et à la fin, j'en connais certains qui, à la fin, c'est des certificats parce qu'ils se sentent plus bien, ils se sentent seuls et à la maison, mais ça va peut-être pas pour certains. Donc c'est encore plus perdre des étudiants qu'autre chose, je trouve. Même si la crise évolue pas hyper positivement, mais je trouve qu'on peut trouver d'autres solutions que directement de décrocher de l'école, alors que c'est encore la seule chaîne qui nous reste, le seul moyen où on a encore d'avoir un lien avec quelqu'un, et encore ça, on peut nous le prendre. Donc je trouve ça encore dommage, sauf que les vacances allaient arriver, donc on a déjà 2 semaines, je trouve que c'est déjà assez, mettre une 3e semaine à la fin, ne plus avoir cours. C'est vrai que je vais juste réagir à ça, c'est vrai qu'en termes de temporalité, c'est vrai qu'on remet le confinement maintenant, on ne va plus en cours maintenant, et on va arriver aux portes du blocus pour les étudiants en tout cas de supérieur, et de nouveau, moi je l'ai très très mal vécu en décembre, ce confinement jusqu'au décembre, et puis directement enchaîné avec le blocus, puis les examens. C'était presque 3 mois de malheur en janvier, cette dépression, et j'ai pas envie de revivre ça maintenant. Donc c'est vrai que je me pose quand même une question sur l'impact que ça va avoir par l'étudiant. Moi qui toujours, j'essaie toujours de voir les choses positives, c'est vrai qu'en termes d'impact psychologique pour les étudiants, faire ce confinement qui va s'arrêter pile au moment où le blocus va commencer, c'est problématique, je pense. On ne pourra pas voir nos potes, etc. Et ça, c'est ça. Mais... On l'entend, vous êtes plus ou moins raccord, chacun à votre niveau, mais vous dites la même chose, que finalement, oui, c'est une semaine. Ok, ce n'est qu'une semaine, mais finalement, c'est une semaine qui s'additionne déjà à tout ce que vous avez vécu. Et c'est une semaine qui tombe peut-être pas super bien au niveau des examens, et même vous, au niveau des secondaires, on est déjà au mois d'avril, souvent la fin d'année, elle s'enchaîne assez vite, et on se retrouve vite aux examens en se disant, ça fait 3 semaines que je suis en vacances, comment est-ce que je vais pouvoir étudier 8 heures par jour comme ça C'est vrai que c'est des questions qui sont bonnes à se poser. Je ne sais pas si vous, de votre côté, comment vous appréhendez justement cette semaine en plus. On n'a pas vraiment la main là-dessus, donc on essaye de s'adapter comme depuis le début. Donc voilà, on se dit, allez, on essaye de dire à nos équipes, allez, c'est 3 semaines, on fait un break et puis on va redémarrer. En tout cas, on l'espère normalement, quoi. Je me dis aussi, c'est vrai que si on regarde toujours la situation en fonction de notre propre situation, notre propre travail, la situation professionnelle, etc., alors on se dit non, il ne faut pas prendre ça, mais il ne faut pas encore rajouter une semaine en plus de confinement. Puis si on regarde la situation, on prend un regard un peu plus distant, on regarde la situation de bénéfice-risque par rapport au virus, par rapport aux chiffres actuels, etc., ce qui se passe dans les hôpitaux. On peut un peu le comprendre. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'ils ont quand même, au niveau du gouvernement, je crois qu'en France, c'est même encore plus que chez nous, l'école, c'est le dernier endroit où ils veulent confiner. Donc je me dis, s'ils le font, c'est qu'il y a probablement des raisons, mais voilà, moi je ne suis pas médecin, etc., donc je ne suis pas du tout là, j'ai pas d'informations par rapport aux chiffres, si ce n'est ce qu'on dit dans les médias, mais
Je me dis, voilà, après, c'est vrai que l'année passée, la situation était grave, on a pris des mesures strictes. Maintenant, on prend des mesures strictes pour éviter que ça devienne grave. Donc je me dis, c'est toujours la balance bénéfice-risque jusqu'où on doit la poser, quoi. Donc je me dis, moi, j'essaie aussi de parfois prendre un peu de distance. Dire oui, en tant que prof, j'apprécie pas forcément le fait qu'on supprime encore une semaine de cours. Puis je me dis, bon, en tant que citoyen, en tant que Belge, par rapport à la situation qu'on vit actuellement, est-ce que... Voilà, c'est un peu tous ces débats-là qu'on a en tête. C'est parfois difficile de trancher, je trouve. Et puis on s'adaptera. Oui, ça de toute façon, mais c'est vrai qu'après, on peut aussi se dire, quoi qu'on nous fasse, on s'adaptera toujours, mais il y a un moment donné où il faut aussi dire qu'on n'est pas d'accord. Toujours tout accepter sans rien remettre en question, voilà. Mais c'est vraiment, voilà, en même temps, on ne va pas non plus tout critiquer. Qu'est-ce qu'on ferait, si nous on était au pouvoir, qu'est-ce qu'on ferait franchement? C'était pas du tout le but de la question. Non, je sais. C'était plus savoir comment vous l'appréhendez, ouais. Et voilà, parce qu'on aurait très bien pu continuer les cours en ligne cette semaine. Finalement, non. Donc voilà, c'était plus par rapport aux jeunes, comment je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je vais peut-être nuancer le propos aussi, c'est qu'il y a ce discours du bénéfice-risque scientifique que les profanes ne peuvent pas comprendre, que nous, et ces citoyens lambda, ne peuvent pas comprendre parce qu'on n'a pas les chiffres sous les yeux, on n'a pas les mêmes informations que les experts. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un tas de gens qui n'entendent plus ce discours scientifico-scientifique et qui en sont lassés parce qu'on est face à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, c'est invisible, imperceptible pour certains, en tout cas pour ceux qui n'ont pas été frappés par le virus. Mais bon, pour avoir un dernier mot positif, c'est comme je l'ai répété, il y a ce vaccin et on espère que dans les mois qui viennent, peut-être même dans les semaines qui viennent, on pourra aller vers des mesures qui libèrent de plus en plus les citoyens, quoi. Ben justement, pour finir un peu, pour ici clôturer un peu le débat, donc Loïc va nous lire un texte qui a été pensé par les étudiants de première année éduc spécialisés Lucia de Broucker à Jeudonne, où ils expliquent un peu leurs craintes, leurs questionnements. Donc voilà, Loïc va vous lire ce petit texte-là. Cher Covid, avec ce masque et ces distances, tu masques mon existence. Que nous as-tu réellement apporté? Le plus dur est de le démontrer. Positif ou négatif, tu nous obliges à rester passifs. Malgré les leurs, j'ai su trouver le bonheur. Les étudiants, les enfants, les personnes âgées, qui que nous sommes confinés, électroniques ou de société. Mes jeux m'ont beaucoup amusé, mes balades en nature ont rempli mes poumons d'air pur, afin de rester sociaux. Nous sommes passés par tous les réseaux en faisant table rase du passé. Tu nous as fait tout questionner. Au début le pangolin, l'union pour la fin, courage à l'Eureka, au secteur de la culture, etc. Ok, juste avant justement les remerciements, etc., pour clôturer cette émission-là, juste vous rappeler que ce week-end, donc samedi à 20h, il y aura le grand quiz des jeunes du Brabant Wallon. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur leurs réseaux sociaux à eux, mais aussi sur l'AMO de Jeudonne. Donc voilà, ça peut être chouette pour participer, que ce soit jeune ou moins jeune. Voilà. Donc voilà, comme le dit Simon, nous arrivons déjà à la fin de notre seconde émission. Donc merci de l'avoir suivi avec nous, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne quittez pas tout de suite parce qu'il y a encore quelques infos dans un instant. Mais d'abord, nous tenons à remercier les Chevilats de la jeunesse de Orbe-Jauge, ainsi que la Maison des jeunes de Orbe-Jauge. Un grand merci à vous, nos invités, qui avez participé, qui avez donné de vous durant cette interview. Donc un grand merci à vous d'être venus. Et merci également à vous d'avoir participé avant, pendant les réunions de préparation et maintenant à ce débat et de oser parler devant la caméra et de prendre la parole pour les jeunes. Merci également à l'équipe technique ainsi qu'à mes collègues de l'AMO pour la réalisation de cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir regardés. Donc on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines, donc le 21 avril, à la même heure, pour une 3e émission, cette fois-ci sur la culture. Donc nous aurons d'autres invités au niveau des jeunes et d'autres invités au niveau des professionnels. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques ou toute autre chose qui vont nous permettre de créer justement cette émission. Je vous le rappelle encore une fois, les jeunes ou les moins jeunes, si vous avez besoin de quelqu'un, si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie de parler ou envie de bouger, rencontrer d'autres jeunes, nos portes à l'AMO et à la Maison des jeunes et plein d'autres associations sont toujours ouvertes pendant le Covid, donc n'hésitez pas à venir frapper. Il y aura nos coordonnées qui vont défiler à la fin de l'émission. Et maintenant, parce que c'est une émission qui parle des jeunes, je laisse le mot aux jeunes. Je vais me lancer, donc courage à tous, on est plein de ressources et
continuez à solliciter des aides ou quoi s'il y a besoin, et courage vraiment. J'ai envie de dire, en attendant le déconfinement général, déconfinons d'abord l'espoir et soyons positifs, hein, gardons espoir. Moi, je dirais, restons solidaires parce qu'ensemble, je pense qu'on peut y arriver. Il faut vraiment rester soudés. Moi, je vous dirais courage à tous et gardez espoir pour la fin du virus. Merci à vous. Merci. 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 Merci.